Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour aux personnes qui nous écoutent en rediffusion. Premièrement, c'est rare qu'on vous salue en premier, donc j'en profite. Et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. On est presque 50 en live, en direct ce matin, cet avant-midi au Québec. Dites-moi dans le chat, premièrement, si c'est le premier webinaire de moi ou d'Antilope que vous écoutez. Je serais curieux de savoir, puis comme ça, en même temps, ça va me permettre de bien confirmer que je ne parle pas dans le vide et que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. En entendant les réponses, je précise que vous êtes avec moi et avec mon rhume. Donc, inquiétez-vous pas, je pense pas que je peux vous contaminer au travers de l'écran. Mais si vous trouvez que ma voix est plus grave ou bizarre que d'habitude, ben voilà, c'est pour ça, tout simplement. Il y a Andréane qui dit premier webinaire ici, Laurie qui dit deuxième, trop cool. Et les gens dans le chat, est-ce que vous faites de la publicité en ce moment? Est-ce que vous avez déjà de la pub qui tourne? Parce que je vous préviens, euh, c'est un webinaire un peu technique aujourd'hui. On n'est pas sur une introduction d'un sujet très très large sur la publicité, on est sur un point très 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 pointu en fait. On va parler de tracking, on va parler de mesure de résultats en scaling. C'est très spécifique, c'est très technique, mais même si tu ne fais pas de la publicité aujourd'hui, même si tu te dis oh là là, ok, ça a l'air ça a l'air un peu avancé, c'est pas grave, c'est des données qui vont être très 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 intéressantes pour toi. Même si tu ne fais pas de la publicité, ça peut s'appliquer quand même. Cela dit, le webinaire d'aujourd'hui est vraiment centré sur le fait pour les boutiques en ligne qui sont en train de mettre de la publicité, qui sont en train de scaler puis qui ne voient pas les résultats qu'ils veulent. On va parler de comment mesurer ces résultats de la bonne façon pour être certain que chaque dollar qu'on investit ou chaque euro qu'on investit en pub, ben, il y a un impact réel. Pas juste dans ton gestionnaire de publicité, pas juste Meta ou Google qui te dit oui, oui, ça marche, fais-moi confiance, mais toi que tu puisses vraiment le prouver et vraiment le mesurer. Oui, il va y avoir un enregistrement d'ailleurs. Là, c'est enregistré. Donc, si vous devez quitter pendant, vous pouvez me dire un petit bye-bye dans le chat, puis il n'y aura pas de problème. L'enregistrement va être envoyé cet après-midi ou demain sans faute. Il y a plein de gens qui nous disent c'est la première fois. Ben, bienvenue dans ce premier webinaire. J'espère que vous allez aimer ça. Il y en a plein d'autres et plein de vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, cherchez Agence Antilope sur YouTube. On a plein de contenus. Aujourd'hui, on s'en va dans quelque chose de très pointu, mais on a des contenus aussi un peu plus d'introduction. On parle de ciblage, on parle d'algorithme. Des fois, on fait des partenariats ou des collaborations avec d'autres personnes. Donc, voilà. Il y a Juju de Solutions ERA qui dit depuis plusieurs années et pour plusieurs business, mais on n'a jamais fini d'apprendre. Voilà, très bien dit, Juju. Hello Charles, première fois aussi, première fois. Parfait. Ben, merci à tout le monde qui a répondu dans le chat. Allons-y, commençons. Le but de nos webinaires, là, pour les gens qui regardent pour la première fois, c'est d'y aller straight to the point, de faire ça assez court pour que ce soit le plus pertinent possible et que ça s'écoute bien. Le but, c'est pas que ça prenne 2-3 heures non plus. Donc, on fait ça rapidement. Je passe au travers du contenu que j'ai à vous présenter et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, mais on va se garder vraiment une période pour la fin. Donc, vous pouvez garder votre question pour la fin ou l'écrire, puis moi, je vais y revenir à la fin. Voilà, c'est logique. Donc, aujourd'hui, on parle de la mort du ROAS. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le ROAS, puis qui regardent ça, puis qui sont comme de quoi qu'on parle? Est-ce que le roi est mort? Longue vie au roi. C'est presque ça, en fait. Le ROAS, c'est le Return on Ad Spend, le retour sur investissement publicitaire. Et c'est une métrique qui est donnée par les plateformes de pub, notamment Meta. On va se concentrer sur Meta aujourd'hui parce que c'est généralement là où la majorité du budget va chez notre clientèle. Mais on va parler de pourquoi est-ce que ce retour-là est moins pertinent qu'avant et qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui à suivre quand on investit en pub et quand on augmente son budget. Donc, on va regarder tout ça ensemble, à commencer par une petite mise en situation que je vois chez beaucoup d'entreprises, puis beaucoup de nos clientes et nos clients avant de commencer à travailler avec nous. On investit en pub. Donc, par exemple, on est au mois 1, on investit en pub. On investit un 2000 par exemple, et on génère 20 000 de ventes. Wow, c'est incroyable. Notre return on ad spend, notre ROAS est de x10 parce que pour chaque dollar investi en pub, la plateforme va s'attribuer 10 de vente. Donc, un x10 ici, c'est vraiment très bon. On vient de commencer à faire de la pub, on prend confiance, on se dit parfait, j'ai trouvé ma recette. J'ai trouvé ma machine à cash. Ma boutique en ligne se met à vendre plus. Je suis content. Je vais multiplier mon budget par 5. Puis là, on augmente le budget tranquillement. On voit que notre tour suit un petit peu, mais on se retrouve mois 2, mois 3, avec un budget plus élevé. Donc là, par exemple, j'ai mis un 10 000 donc on a multiplié par 5.
et des ventes qui ont pratiquement pas augmenté. On se retrouve avec, par exemple, c'est des cas que j'ai vus très souvent, un 10 000 d'investi, donc 5 fois plus d'investissement pour 25 000 de ventes. À peine un 5 000 de plus. Et on se retrouve avec un multiple de retour, un return on ad spend de juste 2,5. Là, cette situation-là, j'ai plein de clients de deuxième avis, donc nos consultations qu'on fait, qui arrivent avec cette problématique-là. J'investissais moins, ça marchait super bien, puis là, j'investis plus, ça ne marche plus. C'est comme si tout l'argent de plus que je mettais était brûlé littéralement. C'est comme si je gaspillais ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Puis on se retrouve un peu dans cette situation-là. Toi, tu es là devant ton budget qui se perd, qui s'en va, un peu fâché, comme cet homme, et tu as l'impression que Mark Zuckerberg, lui, prend ton argent, nage dedans. Clairement, il en a pas besoin, on s'entend. Mark Zuckerberg, personnellement, n'a pas besoin de ton 10 000 de plus par mois d'investissement en pub, mais pourtant, tu as l'impression qu'il garde pour lui et que ça fait littéralement aucun impact sur ton entreprise. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir un peu la réponse à tout ça. Qu'est-ce qu'il faut regarder comme il faut? Pourquoi, premièrement, le retour sur investissement, le ROAS, t'amène une vision de tes résultats qui est assez limitée. Une image, une perspective, mais qui n'est pas la réalité complète. Ensuite, on va voir quelles métriques utiliser pour mesurer l'impact de tes publicités quand tu scales, quand tu augmentes ton budget. Comment voir vraiment si, quand je double mon budget, est-ce que ça a vraiment l'impact que je veux ou est-ce que je fais juste lire une perspective, par exemple, de Meta? Et finalement, on va voir comment calculer ces métriques-là. Je vais vous en présenter 3. C'est des métriques aujourd'hui qu'on calcule avec pratiquement toutes nos clientes et tous nos clients pour s'assurer que chaque dollar qu'on met en pub et chaque dollar qu'on investit de plus quand on augmente les budgets a réellement un impact. Voilà. Je vous avais dit que j'avais un petit rhume, donc je vais sûrement m'arrêter quelques fois aussi pour tousser en me mettant sur mute comme maintenant. C'est pour votre bien. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient c'est le premier webinaire. Je m'appelle Charles, j'ai lancé Antilope, une agence de publicité en ligne, il y a maintenant 7 ans. On a 7 ans depuis juillet. On est ce petit enfant qui perfectionne son écriture et sa lecture, c'est tant mieux. On accompagne principalement des boutiques en ligne au Québec et en Europe, mais aussi des infopreneurs, des entreprises de services. Je collabore aussi avec Alex Martel au Cabinet des Curiosités, qui est un gros projet annuel d'un bundle de produits pour les business en ligne. Donc, c'est plusieurs petits trucs qu'on fait, mais de la publicité, c'est ce qu'on fait littéralement à tous les jours. On en mange le matin et on s'endort en y pensant le soir. Donc, on a accompagné plein d'entreprises. Puis en plus de ça, on fait de la consultation en deuxième avis, donc pour des gens qui gèrent eux-mêmes leur campagne de pub ou qui ont une agence puis qui veulent cette petite opinion-là externe sur comment ça va, est-ce que je peux améliorer mes résultats et ainsi de suite. Donc, on en voit passer des situations de pub. Premièrement, avec tout ce qu'on voit, pourquoi est-ce qu'on dit que le retour sur investissement, le ROAS, amène une vision limitée des résultats? Pourquoi est-ce que ce webinaire-là s'appelle la mort du ROAS? Pour 3 raisons. Premièrement, toutes les plateformes de publicité vont avoir une attribution qui est limitée et imparfaite. Ensuite, puis je vais revenir sur chaque point là. Ensuite, l'attribution que va nous faire Meta, elle est incomplète. Elle est factuellement pas exacte et donc ça nous amène souvent à une image qui est incomplète et qui est pas vraie de la réalité. Puis finalement, le tracking en général, j'espère pouvoir vous convaincre aujourd'hui que c'est une illusion. Puis je vais y revenir. Premièrement, parlons de cette attribution qui est limitée à 7 jours. Sur Meta, quelqu'un qui clique sur une publicité va être suivi généralement pendant 7 jours. Donc, je clique sur une publicité le lundi, il y a un cookie qui s'installe sur mon ordinateur, sur mon téléphone, qui est relié à mon profil Facebook et qui va suivre mon comportement pendant les 7 prochains jours sur l'entreprise en question pour laquelle j'ai cliqué sur la pub. Donc, par exemple, je clique sur une publicité de souliers le lundi et si j'achète le jeudi, possiblement que Meta va le savoir et va pouvoir dire à l'entreprise « Hey, tu as eu une vente sur telle publicité parce que quelqu'un a acheté dans les jours suivants. » Le problème derrière ça, c'est que c'est une image qui est très restreinte parce que 7 jours, c'est court. Non seulement, puis on va y revenir, les cookies, c'est pas parfait, le tracking, c'est pas parfait, mais en plus de ça, on a une limite de temps qu'on peut suivre la personne. Est-ce que les gens dans ton entreprise, est-ce que ta clientèle achète vraiment en bas de 7 jours? Peut-être qu'une partie, oui. Peut-être qu'il y a des gens qui font des achats impulsifs, qui ne te connaissent pas, qui cliquent sur une pub et qui achètent en dedans de 7 jours. Mais pour la majorité des évaluations qu'on a faites chez nos clientes et chez nos clients, c'est plusieurs semaines, c'est pas 7 jours.
À moins que tu vendes des petits gadgets en achat impulsif avec beaucoup de pression, généralement, ça va prendre peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, 6 mois. Il y a des cas beaucoup plus longs. Dans le cas de nous comme agence, nos services d'agence à nous, le temps que entre quelqu'un nous découvre complètement et signe avec nous des services d'agence, ben, ça va prendre entre 6 et 24 mois. C'est long et ça veut dire que si je mets de l'argent aujourd'hui en publicité et que je le mesure à la fin du mois ou à la fin de la semaine, c'est sûr que ça va m'avoir rien amené parce que ben, les gens n'ont même pas eu le temps de réfléchir avant de faire leur achat. C'est le parcours client ou le time to purchase normal. Ensuite de ça, ben, je vous disais, le suivi et l'attribution sont incomplets. Pour ça, je pense que si vous faites de la publicité, puis si vous en avez fait dans les dernières années, vous savez de quoi que je parle. Les cookies sont de moins en moins bien suivis. Les gens ont des bloqueurs de tracker. Avec la loi 25, le RGPD, c'est des éléments aussi les plateformes vont demander de plus en plus le consentement des gens pour les suivre. Donc, des gens vont dire non, donc on ne les suivra pas de la bonne façon et on n'aura pas toutes les données. En plus de ça, au-delà du côté technique, ben, quelqu'un peut changer d'appareil, faire l'achat sur un autre ordinateur que son compte n'est pas relié, que le tracking ne se fait pas. Bref, on s'entend, on ne peut pas suivre les gens à la perfection. Et côté protection de la vie privée, c'est vraiment une bonne chose. Faut, comme marketeur, des fois, c'est frustrant de se dire j'ai pas les données exactes de quelle pub m'amener, quelle vente, de quelle façon et tout. Mais de toute façon, côté protection de la vie privée, c'est quand même une bonne avancée. Et on ne voudrait pas reculer nécessairement de ce côté-là. Finalement, au-delà de tout ça, moi, c'est quelque chose que je parle, puis j'ai fait un article de blog, je pense, il y a 3 ans ou 4 ans, avant même toutes les avancées au niveau de la protection de la vie privée et tout ça. Le tracking publicitaire, c'est une illusion de la réalité. C'est une réalité complètement déformée et pour laquelle on n'aura jamais vraiment la réponse de savoir si c'est un peu vrai, moyen vrai, très vrai. On ne le sait pas et c'est correct comme ça. Parce que, ben, prenons une situation vraiment très basique. On a une cliente qui va faire un achat sur ton site. Avant de faire son achat, elle va cliquer sur une publicité méta, va s'inscrire à ton infolettre, lire une de tes infolettres, parler avec son ami qui a déjà acheté un de tes produits, disons parler sur Messenger. Hey, je savais que toi, tu avais acheté ça, qu'est-ce que tu en penses, as-tu aimé ça? Oui, j'ai aimé ça, ok, va visiter ton site web, voir la page des produits, va faire plein d'étapes finalement dans son parcours. Ensuite, cette personne-là achète. Dans le chat, là, si vous voulez, si ça vous tente de répondre, à votre avis, qu'est-ce qui a fait en sorte que la personne a acheté? Dans tous ces points de contact-là, lequel, à votre avis, a vraiment eu le plus d'impact? Est-ce que on pourrait dire que c'est la publicité sur Meta qui a fait découvrir la marque pour la première fois? Est-ce que c'est l'infolettre qui l'a un peu plus convaincu? Est-ce que c'est discuter avec l'ami qui a donné confiance à 100%? Est-ce que c'est toutes les informations sur ton produit, par exemple, qui a répondu à ses objections, répondu à tout ça? On le sait pas. Votre guess est aussi bon que le mien et je peux pas dire est-ce que c'est tout égal dans tous ces points de contact-là? Est-ce que c'est que le premier, que le dernier? Ça, c'est différents modèles d'attribution pour un peu modéliser qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais à la fin de la journée, il y a Camilla qui dit dans le chat, puis il y a Mélina, ben, on le sait pas, et tous ces éléments en même temps. Mais si j'ai tout ça dans mon parcours, où est-ce que j'augmente mon budget? Est-ce que j'augmente la pub pour faire découvrir plus? Est-ce que j'investis plus en marketing par courriel? Est-ce que je m'assure que mon site est plus optimisé? Ben oui à tout ça, mais qu'est-ce que je priorise? Aucune idée. Et je peux tout faire en même temps, mais si je ne suis pas une entreprise avec des centaines de milliers dans mon compte de banque, puis des investissements à pu finir, puis que je peux me pitcher partout en même temps, ben à un moment donné, je dois prioriser et je ne le sais pas. Je ne sais pas quelle action là-dedans est vraiment la plus intéressante pour moi. Je peux demander à ma clientèle, ce ne sera pas une image exacte. Bref, c'est une illusion qu'on se fait et c'est correct comme ça. Il n'y a pas de façon d'avoir la réponse exacte. Peu importe à quel point vous payez un outil de tracking qui est avancé, vous ne le saurez pas. Vous pouvez savoir quelle plateforme, quel truc impact existe plutôt dans le parcours client, mais vous ne saurez pas s'il y a eu vraiment un impact. Voilà, c'est dit. Et le ROAS, le Return on Ad Spend, est basé aussi sur cette illusion-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Ben, pour s'assurer que ton budget amène réellement un impact et que augmenter mon budget sur Facebook, par exemple, augmente vraiment mes ventes ou augmente vraiment mes profits ou augmente vraiment ma croissance, je dois me fier à des données qui sont vraies, qui sont incorruptibles et qui ne sont pas d'un point de vue, qui sont simplement la pure vérité. Qu'est-ce que c'est ces données-là? Vous avez peut-être déjà deviné. On se fie à ta boutique en ligne. Les vraies ventes qu'on génère. Parce que ces ventes-là, c'est des vraies ventes dans tes poches, c'est des vrais revenus, c'est des vrais produits qui sont vendus.
Et peu importe ce que je fais autour, ben une vente, c'est une preuve de quelque chose. C'est une preuve que quelqu'un a acheté. Et donc, c'est une source de vérité qui n'est pas une perspective, mais qui est un vrai fait. Voilà. Donc, OK, je me fie sur des vraies données. Comment est-ce que je fais ça? Ben, il y a 3 métriques que nous, on fait suivre à tous nos clientes et tous nos clients qui sont vraiment, vraiment intéressantes et vraiment importantes à suivre. Peu importe ton entreprise, je pense que ça va être quelque chose que tu vas vouloir te mettre à tracker, que tu fasses de la pub ou non, même au fil du temps. Donc, premièrement, c'est ce qu'on va suivre au-dessus de tout, c'est notre MER. Je disais tout à l'heure, le ROAS est mort, le retour sur investissement publicitaire est mort. Qu'est-ce que c'est le MER finalement? C'est le Marketing Efficiency Ratio. C'est notre retour sur investissement, mais basé sur des sources de vérité. Qu'est-ce que c'est finalement? Ce MER, c'est nos revenus nets totaux, donc les ventes nettes de ta boutique en ligne, divisé par tes dépenses marketing totales. Pourquoi on prend ces deux chiffres-là? Parce qu'ils sont vrais et ils ne peuvent pas se changer. Un changement de tracking ne changera pas tes revenus nets totaux, un changement d'attribution de modèle. Tantôt, on disait c'est quel élément qui a vraiment contribué à la vente. Bien là, c'est deux sources de vérité qui sont vraiment pures. Mes revenus nets divisés par mes dépenses marketing totales. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va le calculer. Bravo, évidemment. Et on va le suivre à chaque mois. Parce que ça, en fait, on va vouloir suivre son évolution et ça va servir un peu de chien de garde de ta rentabilité marketing totale au grand complet. Parce qu'un ROAS, un Return on Ad Spend, ça prend en compte ta dépense publicitaire, mais ça ne prend pas en compte le reste. Ça ne prend pas en compte l'agence que tu payes, ça ne prend pas en compte tous les autres points de contact, ton infolette, par exemple, dans laquelle tu mets beaucoup de temps, ou peut-être que tu as une agence qui s'occupe de ça, ça ne prend pas en compte ta notoriété, tes points de vente, etc., qui contribuent finalement tous à ton retour sur investissement. Puis de l'autre côté, ben, tes revenus nets totaux sont tous d'une certaine façon impactés par tous tes efforts en marketing. Ça peut être ta notoriété, ta pub, ton infolette, les amis qui en parlent parce que tu as réussi à mettre des produits dans leurs mains, etc., etc. Donc, c'est ta rentabilité générale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça finalement? Ben, si tu as un budget stable, si tu as des efforts marketing qui ne changent pas à tous les mois, ben, ce que tu vas vouloir faire, c'est suivre ton MER pour t'assurer que tes efforts et tes optimisations portent fruit. À budget égal, si j'optimise mes pubs, je voudrais à terme que mon MER, mon ratio d'efficacité marketing, augmente. Si je suis en train de scaler, donc j'augmente mon budget graduellement, ben ici, notre MER va naturellement diminuer. Parce qu'à court terme, on l'a vu, euh, ce qu'on va retirer de chaque dollar investi de plus en publicité va diminuer. Premièrement, parce qu'on va chercher de la nouvelle clientèle, mais aussi parce que cette nouvelle clientèle-là n'achètera pas immédiatement. Si je vais chercher un nouveau client lundi, il n'achètera pas mardi. Ça se peut qu'il achète la semaine d'après, le mois d'après, 6 mois plus tard, selon ton entreprise. Et donc, ben, c'est normal qu'en scalant, ce ratio d'efficacité marketing diminue. C'est net, c'est impossible à éviter. Ce qu'on veut surveiller, en fait, c'est qu'il ne chute pas trop bas. Parce que ce ratio-là t'assure que tu es rentable dans ton marketing et que ton entreprise va pouvoir finir le mois d'une certaine façon, ou finir le trimestre, ou finir l'année, avec suffisamment de revenus pour se financer et continuer. À moins que tu sois en mode croissance agressive puis que tu aies du financement derrière toi et que tu sois prêt à perdre de l'argent. Généralement, ce n'est pas le cas de notre clientèle, puis je ne pense pas que c'est le cas de la majorité des personnes qui nous écoutent. Donc, on vise avec ça à s'assurer que oui, je suis en train d'investir plus, oui, je mise beaucoup sur ma croissance, mais je ne suis pas en train de tuer mon entreprise sans le savoir parce que financièrement, ça n'arrive pas. Donc, voilà. Deux scénarios ici pour regarder un petit peu qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Ici, un scénario A qui, je l'ai mis en rouge parce que ce serait un problème. Ça lèverait un drapeau, puis c'est pour ça qu'on le suit. Par exemple, en mars, j'ai mis 10 000 en dépenses marketing complètes, donc peut-être ma pub, mon agence, ça peut être d'autres choses aussi, mon SEO, peu importe, et j'ai fait 40 000 de ventes. J'ai donc un MER de 4. D'ailleurs, MER, on va aussi des fois l'appeler le Blended ROI ou le Blended ROAS, donc c'est comme le retour sur investissement complet de toute mon entreprise, finalement. En mai, j'ai augmenté mon investissement publicitaire, je suis rendu à 30 000 de dépenses et j'ai 48 000 de ventes. Est-ce que ça veut dire que mon 30 000 n'aura pas un impact futur? Non, peut-être que ce 30 000 est bien investi, mais en ce moment, je mets 30 000 puis je fais 48 000. Mon MER est très très bas. Il a passé de x4 à x1.6. Il a complètement chuté. Et je veux suivre ça, pas nécessairement pour me dire « Ah non, je suis en bas de 2, j'arrête tout, quoi que ce soit », mais pour voir si je suis à l'aise avec ça. Parce que selon tes marges, ben peut-être qu'investir 30 000 pour faire 48 000, c'est correct, parce que tu as des marges de 80-90% et c'est pas un problème.
Mais si tu as des marges de 50%, ben là, ça commence à être un problème. Tu commences à perdre de l'argent sur cette croissance-là, donc ça devient un peu plus problématique. Donc, on suit ça pour voir si cette chute-là, ben, on est à l'aise avec. Scénario B un peu plus classique qu'on voit chez beaucoup de nos clients, c'est, disons, je mets un 10 000 et que je vais générer 40 000 de ventes, j'ai un MER de 4 en mars. 2 mois plus tard, je mets 30 000 et je génère un 90 000 de ventes. Donc, je suis passé d'un x4 à un x3. Mon retour a diminué, mais pas tant que ça. Mes ventes sont plus élevées et donc je suis à l'aise avec le coût de ma croissance. Je suis à l'aise avec ça. Donc, comme je disais tantôt, c'est le chien de garde. Je vais surveiller ça pour m'assurer que ça tombe pas trop vite et que si ça tombe vite, je vais pouvoir un peu tirer les rênes, faire OK, on se calme, soit qu'on baisse les budgets, on coupe les dépenses, soit qu'on optimise beaucoup plus agressivement pour s'assurer que les ventes augmentent plus vite, ainsi de suite. Donc on fait une promo, on fait quoi que ce soit, peu importe. Donc voilà pour ça. Donc là, je vous ai présenté un peu de ce qu'on faisait avec, mais finalement, qu'est-ce qu'on vise comme MER? Qu'est-ce qu'on vise comme ratio d'efficacité marketing? Ben, le minimum absolu que je vous recommande, là, si vous êtes une entreprise comme celle qu'on accompagne et que vous n'avez pas énormément de finances derrière, puis que vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent pendant des années pour en faire à l'année 5 ou l'année 6, ben, on vise au moins le seuil de rentabilité. On vise que mois après mois, les investissements qu'on fait en marketing sont au moins compensés par les revenus nets et donc on n'est pas dans le rouge à chaque fois. Donc, il faut ici évidemment considérer sa marge de profit et ensuite tous les investissements qu'on met. Donc, ça, c'est le premier point. Le minimum absolu, on veut être sur notre seuil de rentabilité, sinon c'est problématique. Ensuite, à budget stable, si j'investis le même montant mois après mois en publicité, en marketing et que je suis plus en mode optimisation, je veux le MER le plus élevé possible. Je veux l'excellence et la meilleure profitabilité qu'il faut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est j'optimise mes pages, j'optimise mon site, je vais peut-être optimiser mes publicités, baisser des budgets à des endroits où ça a moins d'impact, à mon avis, répartir ça d'une meilleure façon, etc. Et je vais voir l'impact sur ce MER. Donc, ce que je disais tantôt, c'est pas mon ROAS qui va vraiment mesurer ça, parce qu'un ROAS, si je vais chercher des ventes auprès d'une clientèle qui me connaît déjà, je peux faire un très, très gros retour sur papier, mais pas vraiment un bon MER parce que je fais juste mettre du budget à un endroit qui est inutile. Donc, je veux viser l'excellence pour ça. Et quand je suis en scaling, quand j'augmente le budget et que je me dis, OK, je suis en croissance, je suis prêt ou prête à ce que cette croissance-là me coûte quelque chose, on va généralement accepter, en fonction des marges, que notre MER diminue de 25 à maximum 50%. C'est un range, ça dépend de tes marges de profit, ça dépend de ton modèle d'affaires aussi, mais c'est à peu près ce qu'on constate chez nos clientes et nos clients. Et je vous ai sorti d'ailleurs deux exemples pour ça de vraies clientes ou clients Antilope, évidemment qui sont anonymes ici, mais qui sont quand même très intéressants comme mise en situation. Donc ça, c'est des vraies données qu'on a. Donc, à gauche ici, je vous ai sorti une cliente ou un client qui est en scaling, donc pour qui on augmente le budget graduellement au niveau de la publicité. En janvier, on avait investi 15 000, donc nos frais et le budget au total. Et au total, on avait généré 180 000 de vente. Donc, c'est une entreprise qui bénéficie beaucoup de notoriété, qui a peut-être des points de vente dans ce cas-ci, puis qui générait aussi beaucoup de ventes sans publicité. Donc, on avait un très, très gros MER. On avait un x12. C'est vraiment très élevé. Puis pour nous, c'était un bon signe que, waouh, en ce moment, on a beaucoup de potentiel de scaler. En avril, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a augmenté le budget. Donc, on a dépensé au total un 23 000 avec nos frais d'agence inclus. Et on est allé chercher un 220 000 de vente. Vous voyez ici, je vous ai mis des mois qui sont plus éloignés. Pourquoi? Parce que dans les premières semaines que j'augmente mon budget, c'est normal que mon MER plonge un peu. Mais ici, je voulais aussi vous donner une vision sur quelques mois, parce que le temps que les nouvelles personnes finissent par acheter. Puis on a un MER de 9,5. Fait que ça a un petit peu diminué, mais on est là quand même. Je vois quelqu'un dans le chat qui me dit on ne voit pas les nouvelles slides. Je pense que c'est bon, confirmez-moi, mais sinon peut-être rafraîchir la page, là, ça se peut des fois que ça ne suive pas. De l'autre côté, deuxième client pour qui on n'a pas touché au budget entre juin et juillet. C'était pas une période super. On suivait, on voulait plus optimiser les choses, puis on n'était pas en mode gros scaling. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a gardé le même budget, on a optimisé les publicités. Dans le cas du client, il a optimisé ses offres, il a travaillé sur plusieurs choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a passé de vente de 80 000 à 86 000. C'est pas l'augmentation du siècle. On a aussi une période de saisonnalité là-dedans. Juin puis juillet, c'est pas les meilleurs mois, mais on a réussi à optimiser des trucs pour qu'on passe d'un MER de 5 à 5,4. Et c'est juste un exemple ici pour vous montrer que, à budget stable,
On veut au minimum que notre MER reste stable au travers du temps, mais idéalement même qu'il s'améliore. Voilà, on ne fait pas ces efforts-là pour rien, tout simplement. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, je vais garder une période à la fin, évidemment, pour répondre à tout ça. OK, premier chiffre de fait. On arrive sur un deuxième point qui est pour moi tout aussi important, voire même parfois plus important que le MER, et c'est le nombre de nouveaux clients et de nouvelles clientes. C'est beau faire de la publicité, c'est beau se dire qu'on a un beau retour sur investissement, qu'on a un beau ROAS, qu'on a un beau MER. Il y a une question à se poser, c'est est-ce que ta pub va vraiment impacter ton nombre de personnes qui te découvrent et qui achètent pour la première fois? Il y a tellement d'entreprises qui sont venues nous voir en disant check, j'ai des gros retours sur investissement sur mon compte de pub, mais j'ai arrêté la pub pendant un mois, puis mes ventes ont juste resté stables. Est-ce que ça veut dire que ma pub ne sert à rien? Ben, des fois, la réponse, c'est oui. Et une bonne façon de le mesurer, c'est le nombre de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Très simplement, la question, c'est chaque mois, combien de nouvelles clientèles est-ce que tu as généré? Combien de personnes ont acheté pour la première fois sur ta boutique en ligne ou ont acheté pour la première fois ce que tu as à vendre finalement? Tu peux voir ce chiffre-là directement dans tes plateformes de vente. Shopify ou Commerce l'affiche bien. J'ai mis des captures d'écran là, pour Shopify. On s'en va dans l'analyse de données. Je pense qu'on voit ma souris ici, là, à gauche. Et on s'en va dans rapport. Dans rapport, il y a un rapport qui s'appelle Nouveaux clients au fil du temps. Et ça t'affiche simplement tes clients qui achètent pour la première fois. Dans mon cas, je l'ai mis par mois pour voir mois après mois combien de nouveaux clients est-ce qu'on génère. Sur WooCommerce, on s'en va dans les statistiques et dans commandes. Là, c'est peut-être un petit peu petit, mais à gauche, là, dans votre barre WordPress, dans commandes, on a ça. Et on va filtrer, on va écrire toutes les commandes qui correspondent à client et nouveau. Donc, le client est nouveau, on affiche les commandes. Et donc, ici, encore une fois, on va avoir le nombre de commandes par mois des personnes qui commandent pour la première fois. Voilà. Donc, c'est très facile finalement d'aller chercher cette donnée-là normalement. Pas besoin de trop se compliquer la vie. Et ces chiffres-là, on va vouloir suivre son évolution mois après mois. Qu'est-ce qu'on fait à budget stable? Encore une fois, c'est un peu comme le MER. On veut s'assurer que ça continue finalement. Une entreprise qui n'est pas capable de générer de la nouvelle clientèle du tout, c'est une entreprise qui va finir par stagner, mais surtout décliner. Parce que naturellement, ta clientèle actuelle, oui, elle revient. Peut-être que tu as un produit, un abonnement, les gens sont très très fans, puis ils rachètent, mais il y a toujours de l'attrition. Il y a toujours des gens qui vont finir par quitter le navire et finalement, qui vont aller chez un compétiteur. Peut-être que leur vie va changer, puis ils vont plus avoir besoin de ce que tu as à leur offrir. Peut-être que leur situation va changer, puis qu'ils vont toujours avoir besoin de ce que tu as à offrir, mais qu'une autre alternative va être plus intéressante pour eux. Bref, c'est normal, il y a de l'attrition, les gens ne restent pas éternellement. Et si tu ne génères pas de la nouvelle clientèle, tu vas juste finir par en perdre tes revenus, et ça va juste finir par redescendre. Donc, à budget stable, on va au moins s'assurer qu'on en génère de la nouvelle clientèle tous les mois et que ça ne diminue pas. En scaling de l'autre côté, quand on scale, quand on augmente nos budgets publicitaires, c'est ce qu'on veut. Je fais pas juste augmenter mes budgets pour aller rejoindre les gens qui me connaissent déjà puis leur dire hey salut, tu me connais déjà, t'achètes déjà chez moi, viens donc racheter s'il te plaît. On fait de la pub pour aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas et les convaincre de devenir clients pour une première fois. Que ça prenne une semaine, que ça prenne un mois ou que ça prenne un an, c'est le but de faire de la publicité, c'est d'aller chercher du nouveau monde et c'est là notre source de vérité. On veut mesurer l'impact de nos pubs via l'augmentation de ce chiffre-là de nouveaux clients. Plus que le ROAS, plus que le résultat que Facebook va me dire, que Google va me dire, est-ce que à la fin du mois, j'ai eu plus de nouveaux clients que le mois précédent si j'ai augmenté mon budget? Donc, qu'est-ce qu'on vise finalement en scaling? Ben, généralement, nous, ce qu'on recommande, c'est d'attendre un 3 à 6 semaines et de mesurer cette augmentation-là. J'augmente mon budget de pub, on se l'a dit tantôt, les gens mettent du temps avant de faire leur premier achat, donc ça se peut qu'il y ait un délai. Mais 3 à 6 semaines plus tard, est-ce que mon nombre de nouveaux clients a vraiment augmenté? Est-ce que si j'augmente mon budget en février, ben en mars, en avril, j'ai plus de nouveaux clients que ce que j'avais les mois précédents ou ce que j'avais l'année précédente? Oui, probablement que ma publicité a eu un bon impact et c'est ma source de vérité la plus proche de la réalité que je vais pouvoir avoir. Parce que mon ROAS, ces ventes-là, c'est tout du tracking, puis on l'a vu tantôt, c'est juste une partie de l'équation. Mais ça, c'est ma source de vérité la plus pure, entre guillemets. Voilà. Un exemple ici, littéralement, d'une évolution sur Shopify, on voit qu'il y a des entreprises qui vont générer des ventes de façon assez linéaire. Si tu n'as pas trop de saisonnalité et tes produits se vendent bien toute l'année, ben ça se peut que augmenter ton budget te fasse un peu cet effet-là. On augmente le budget en février, en mars, en avril, on optimise et ça monte tranquillement. On voit que la courbe monte un petit peu, puis en mai, ça monte encore plus.
signe que clairement l'augmentation du budget a payé de ce côté-là. S'il y a une entreprise plus saisonnière, que tu as certains mois qui sont vraiment meilleurs que d'autres, ben ça se peut que tu ailles des courbes comme ça. Ça se peut que ce soit pas linéaire, puis que ce soit pas juste une belle croissance en ligne droite, comme on aimerait tous et tout avoir. Des fois, c'est par vague. Mais on va quand même se fier au fait que est-ce qu'en moyenne, ça augmente et est-ce que par rapport à l'année dernière, par rapport aux tendances que je connais, on est mieux. Si tu sais que l'été, c'est toujours un temps mort, mais que ton temps mort cette année est mieux que ton temps mort de l'année dernière, pardon, ben c'est quand même un très très bon signe. Donc, on suit l'augmentation de ces nouveaux clients. Puis là, on se rappelle ici, je ne parle pas des commandes totales, je ne parle pas des ventes totales ou du chiffre d'affaires, je parle des ventes faites par des nouvelles ou des nouveaux clientes ou clients, pas toutes les ventes. Parce que c'est mon signe que ma pub vraiment m'amène du nouveau monde. Voilà. Je termine avec la troisième métrique qui est une sous-donnée finalement de ce nombre de nouveaux clients ou nouvelles clientes, c'est le NCAC. Dans le chat, est-ce que vous avez déjà entendu parler du CAC ou du coût d'acquisition publicitaire ou du coût d'acquisition client? Probablement que oui, je vais attendre votre petite confirmation. Pendant ce temps-là, je fais la transition vers cette donnée-là. Ici, le NCAC, peut-être que vous en doutez, on ne parle pas de coût d'acquisition pour aller générer une vente en général, mais un coût pour générer une vente d'un nouveau client ou d'une nouvelle cliente. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est un peu la déclinaison ou la suite logique de la métrique d'avant. Donc, il y a plein de gens qui me disent oui, super, Sophie Valentin, Mélina, génial. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est cette métrique-là? C'est un mélange un peu du point 1 puis du point 2. Je vais prendre toutes mes dépenses marketing totales et je vais les diviser par mon nombre de nouvelles clientes ou de nouveaux clients. Ce que je veux, en gros, c'est mettre un prix sur combien est-ce que ça me coûte par rapport à toutes mes dépenses en ce moment pour générer une nouvelle personne dans ma marque, dans mes produits, dans mes services. Parce que générer plein de nouvelles clientes puis plein de nouveaux clients, c'est bien. On aime ça, ça fait la croissance, mais à quel prix? Ben, je veux le savoir parce que je vais être certain, encore une fois, que je ne suis pas en train de me noyer dans des pertes pour générer de la nouvelle clientèle qui, finalement, je n'arriverai jamais à rentabiliser. Très, très important. Parce que nous, comme agence, ben, nos forfaits, c'est clairement plusieurs dizaines de milliers de dollars par année pour travailler avec nous, pour avoir de l'accompagnement. Est-ce que je suis prêt à payer 500 dollars pour aller acquérir une cliente ou un client? Probablement. Est-ce que je suis prêt à payer 1000? Peut-être. 10 000, 50 000, 100 000, ben, je ne suis pas prêt à payer 100 000 pour aller chercher un client qui va me générer 30 000, ça ne fait aucun sens. Donc, il y a une place où on n'est pas prêt à payer plus pour aller chercher une nouvelle cliente ou un nouveau client, et c'est là où notre limite se trouve. Puis c'est un peu là où on veut se situer. On veut savoir où est-ce qu'on est par rapport à ça, puis est-ce qu'on fait bien d'aller chercher de la nouvelle clientèle, est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça ou est-ce qu'on en perd? Puis j'ai vu dans le chat qui demande c'est quoi le N dans NCAC? C'est le N, c'est pour new ou nouveau pour un nouveau client finalement. Euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut viser comme coût d'acquisition? Ben, premièrement, si je suis à budget stable, on est un peu comme dans le reste, on veut optimiser pour le plus bas possible. Si j'ai mon budget qui tourne, j'optimise, ben, je veux aller chercher le plus de clientèle possible pour les plus bas coûts. C'est logique. C'est un peu comme quand j'optimise mon retour sur investissement ou quoi que ce soit. Quand je suis en scaling, quand je suis en mode croissance et que je me dis, OK, combien je suis prêt à payer pour aller chercher ce nouveau client-là? Ben nous, ce qu'on recommande, et c'est une chose que vous pouvez adapter selon votre modèle d'affaires et tout ça, c'est grosso modo de se rentabiliser en moins de 3 mois. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je veux payer un client pour qu'en dedans de 3 mois, il se mette à me générer du profit. Ce que je disais tantôt sur nos forfaits d'agence, ben disons, un cas théorique, euh, que un client va nous payer 1000 $ par mois pour un accompagnement, ben j'aimerais ça que ça me coûte moins cher que ce qu'il va me générer en 3 mois. Donc en 3 mois, c'est logique, il va me générer 3000. Ben, je voudrais payer moins que 3000 pour acquérir ce client-là. C'est ce qu'on va regarder. Euh, Par exemple, si j'ai un NCAC, un coût d'acquisition, un coût publicitaire ou un coût de toutes mes dépenses marketing pour générer un nouveau client de 50 $ par client et que ce client-là me ramène sur 3 mois 250 $, bien évidemment, là-dedans, il faut que je compte ma marge de profit. Là. Ça se peut que je doive produire des produits, par exemple. Bien, disons que j'ai une marge de 60%, il me reste 150 $ pour financer mon 50. Donc, on est bon, mon 50 me génère 150 de profit. Hey, la machine est bonne, ça marche, je suis content. C'est ce calcul-là qu'on va vouloir faire. De l'autre côté, si ça me coûte 50 $ aller chercher un client, mais qui me génère un 80 $ sur 3 mois, puis que, en comptant mes coûts, il me reste juste 48, ben là, à chaque fois que je génère un client, sur 3 mois, je perds à peu près 2 $. Donc, c'est peut-être pas trop mal, c'est pas trop pire, perdre 2 $ sur 3 mois, mais je suis pas rentable. En ce moment, j'investis, puis au bout de 3 mois, j'ai même pas refait mon argent. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont calculer ça sur des périodes plus longues pour se justifier d'investir plus. Il y en a qui vont dire
combien un nouveau client va me générer sur 1 an ou sur 2 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne le recommande pas? Bien, premièrement, parce que c'est long à financer. Si ça prend 12 mois pour que ton investissement initial soit rentabilisé, ça fait beaucoup de cash flow pour financer cet investissement-là marketing. Et deux, bien, les choses changent rapidement. Ça se peut que ton entreprise, que les produits, tu dois les faire évoluer, que ta clientèle, il y a des nouveaux compétiteurs puis que ça les attire. Il y a plein de choses qui peuvent se passer en 12 ou en 24 mois et se baser sur une promesse de génération de revenus futurs potentiels de clients pour les financer aujourd'hui, c'est quand même risqué. Puis pour les boutiques en ligne qu'on accompagne généralement, c'est pas un risque qui vaut la chandelle. Puis en tout cas, c'est pas un risque que beaucoup sont prêts à faire. Donc c'est pour ça que je vous recommande 3 mois. C'est une période quand même le fun, parce que 3 mois, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Ça nous permet d'avoir une belle valeur client pour financer notre acquisition, mais en même temps, c'est pas risqué. Voilà. 2 exemples ici qui viennent de nos vraies clientes et clients. Premièrement, une entreprise en scaling. Donc, on met 30 000 de dépenses publicitaires et marketing au complet. On génère dans un mois, le mois dernier, disons, 725 nouveaux clients ou nouvelles clientes. Donc, ça nous donne un 41 par nouvelle tête qui se pointe sur notre marque et qui fait un achat. Super. On a un NCAC de 41 Combien cette personne-là vaut sur 3 mois? Ben, c'est à peu près 90 Puis pour le trouver, là, ça se fait bien. Vous pouvez regarder vos valeurs vie de client, mais la regarder sur 3 mois. La majorité des plateformes donnent quand même des bons chiffres. Ça s'estime bien. Donc, ces clients-là vont acheter à peu près pour 90 sur 3 mois. Et avec la marge de cette entreprise-là, qui est de 65 chaque client, finalement, va me générer à peu près un 59 de profit brut. Donc, mon 59 permet de payer mon coût d'acquisition, de me générer un petit profit, donc on parle d'un 18 et ensuite, tous les autres achats qu'il va faire dans le futur, ils sont gratuits, entre guillemets, sont déjà couverts, sont déjà payés. On est en scaling, donc c'est sûr qu'un 18 c'est pas beaucoup, mais on est en scaling, on veut aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume de nouveaux clients parce qu'on est en mode croissance. Donc, c'est logique. Un autre client ici qui est plus en stabilité de budget, on a investi un 17 000 au total, on a généré 114 nouveaux clients pour un NCAC, un coût d'acquisition de ces nouveaux clients-là, de 149 par cliente ou client. C'est beaucoup 149, c'est beaucoup plus que le 41 du client A, on s'entend. Mais dans le cas de ce modèle d'affaires-ci, c'est que les gens vont acheter des produits qui sont assez chers et ils vont les acheter assez souvent. C'est des produits consommables et qu'on va revisiter, reacheter et se réapprovisionner souvent. Donc, la valeur sur 3 mois, elle est de 400 Donc, ça me coûte 149 à aller chercher un client. Ce client-là, en dedans de 3 mois, il achète pour 400. Et avec une marge de 60 c'est à peu près le cas de cette entreprise-là, il reste un 240 Donc, finalement, mon 149 se transforme en 240 de profit, ce qui permet de couvrir mon coût d'acquisition et d'avoir déjà une bonne marge sur ce client-là. Voilà. Donc, finalement, dans les deux cas, on est profitable sur nos 3 mois. Dans le cas du scaling, on est prêt à être moins profitable parce qu'on en veut plus. Plus qu'on investit en publicité, plus ça va coûter cher et plus cette petite marge-là, ce 18 $-là va diminuer. Mais on le suit parce qu'on va être certain à la fin de la journée que mes nouveaux clients que je génère, je ne suis pas en train de perdre systématiquement de l'argent dessus. On veut être certain que, au minimum, je rembourse mes coûts et au mieux, ce soit rentable. Bon, OK, c'est bien beau tout ça, mais le ROAS, est-ce qu'on s'en sert encore? Est-ce qu'on le jette vraiment à la poubelle? Est-ce qu'il est mort pour vrai? Ben, réponse, c'est non, évidemment. Le ROAS, le Return on Ad Spend, qui est visible dans les plateformes comme Meta et comme Google, c'est une super bonne mesure de comparaison et de tendance dans ta plateforme même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour comparer 2 campagnes, puis regarder, y a-t-il une campagne qui marche mieux qu'une autre? Est-ce qu'il y a une campagne qui amène plus de résultats vite qu'une autre, plus de résultats directs? Est-ce qu'il y a une pub plutôt qu'une autre qui marche mieux? Comment ces résultats-là vont évoluer au fil du temps au travers des mois? Y a-t-il une pub qui marchait bien le mois passé puis qui marche moins bien ce mois-ci? Ben, c'est la meilleure mesure qu'on a parce que c'est ce qui attribue des résultats d'une campagne à une autre ou d'une publicité à une autre. Donc, on s'en sert encore, évidemment. Nous, semaine après semaine, on regarde notre retour sur investissement, puis c'est ce qui nous permet de suivre si nos campagnes s'améliorent ou pas. Mais à la fin de la journée, c'est pas ça notre big picture, puis c'est pas ça notre source de vérité d'évolution de le budget que je mets en pub, il amène-tu vraiment des ventes à mon client ou à ma cliente ou à ma boutique en ligne ou peu importe. Voilà. Donc, on le jette pas aux poubelles, mais on le met dans un tiroir, on ouvre ce tiroir-là quand c'est utile, mais on a d'autres outils dans notre boîte à outils, puis c'est pas le seul, et c'est pas notre mesure première pour savoir si mon investissement, mes efforts amènent vraiment un impact, parce que j'aurais pas les bonnes réponses, puis je prendrais des décisions basées sur une illusion qui est vraiment, vraiment pas parfaite. Voilà.
Avant de passer aux questions, j'ai vu qu'il y en avait plein dans le chat. Quelque chose que j'ai parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'on offre des consultations de deuxième avis. Puis pour nous, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que nos accompagnements clients, on accompagne à peu près 15 entreprises à la fois. On est assez limité là-dessus. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui nous contactent en nous disant Hey, j'aimerais ça que vous regardiez mes pubs. Je ne sais pas si je devrais changer d'agence ou je ne sais pas si je devrais prendre une agence. Puis on leur dit ben, on a peu de place. Généralement, pour ça, on est assez piqué là-dessus pour être certain que nos services amènent vraiment de la valeur, puis soient vraiment utiles, puis soient pas juste comme un essai, comme genre lancer un dard puis espérer que ça pogne le mur. Donc, avant ça, ce qu'on aime beaucoup offrir, c'est nos appels de deuxième avis. Puis, ce que ces appels-là permettent vraiment, c'est de regarder ensemble si ça marche. Parce qu'une campagne qui est bien ficelée, les bonnes publicités aux bonnes places, bien configurées, avec les bonnes techniques aujourd'hui, que ce soit les audiences, que ce soit le ciblage, que ce soit le tracking, ben ça peut faire vraiment toute la différence sur tes résultats et sur ton MER, ton NCAC, ton nombre de nouveaux clients qu'on a vus aujourd'hui. Ça vaut souvent la peine d'obtenir un nouvel œil sur tes campagnes pour s'assurer que ben, ce que tu fais, c'est bien, qu'il n'y a pas d'opportunité d'amélioration évidente, puis que tu ne pourrais pas juste en cochant quelques cases venir augmenter tes résultats de 20%. Puis pour vrai, des fois, ça arrive. Des fois, on voit des entreprises qu'on va leur dire ferme ça, change ça, et ça vient changer leur retour sur investissement, puis ça vient changer leur vraie vente. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Si jamais il y a des publicités qui tournent de votre côté en ce moment, que vous regardez ça puis que vous vous dites il me semble que je pourrais avoir un œil externe, que peut-être j'ai des choses à tester que je ne connais pas. Ça fait longtemps que j'ai été challengé sur mes campagnes ou ça fait longtemps que je travaille avec une agence, puis je veux juste être sûr qu'ils font bien leur travail. Nous, ça nous arrive vraiment souvent de voir des campagnes puis de dire hey, pour vrai, il y a peut-être ça puis ça, mais ton agence avait vraiment de la bonne job. On ne se gêne pas de le dire parce que, comme je disais, on n'a pas de la place pour beaucoup de monde, donc on va être certain qu'on est vraiment utile par rapport à ce que tu as maintenant. Et on passe 1 heure ensemble en partage d'écran pour regarder tes campagnes, tes pubs, ton ciblage, ta technique, tout ça pour s'assurer que ça fonctionne bien. Tu repars avec l'enregistrement de l'appel, une liste de recommandations écrite et on a une garantie spéciale là-dessus, c'est que si on ne trouve rien à améliorer à ton compte ou à tester ou à challenger, on te paye 500 $. Donc, entre guillemets, soit que tu repars avec des recommandations, soit que tu repars avec 500$. Cet appel-là, il n'est pas gratuit, évidemment, c'est beaucoup de temps pour nous, c'est beaucoup d'énergie. Donc, cet appel-là, il est 300 $. Donc, c'est simple. On boucle l'appel, on trouve une disponibilité commune et on regarde, on fait cette chose-là. C'est l'équivalent de faire un audit complet de ton compte, mais en version express. On ne fait pas de gros PDF de 60 pages pour te dire tous les micro-détails. On va vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui peut changer tes résultats pour vrai, rapidement, et que tu peux mettre en place de ton côté. Et on ressort ça ensemble. Voilà. Je vais mettre le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse. Il nous reste des dispos en novembre, en décembre, si vous voulez soit challenger votre stratégie du Black Friday ou vos campagnes avant que ça arrive, ou après, faire un bilan, un petit post-mortem de qu'est-ce que ça a été fait. Puis il y a Lucie. Wow, très beau commentaire, Lucie. Je vais l'afficher. Il y a Lucie qui dit je confirme la pertinence du deuxième avis. Ça fait une belle différence pour nous chez Faïs. Tu sais, comme la main dans le dos d'un enfant quand tu apprends à faire du vélo. Très drôle. Ben, merci, ça fait vraiment plaisir de savoir que ça va toujours bien de votre côté. Trop cool. Voilà. Fait que j'ai mis le lien dans le chat. Il n'y a pas de promo spéciale aujourd'hui ou quoi que ce soit. Fait que prenez le temps de regarder ça. Si ça va pas, si c'est pas pour maintenant, puis c'est pour plus tard, il n'y a vraiment aucun problème. Ce service-là, on l'aime beaucoup, on le garde. Des fois, on manque un petit peu de place parce que ça prend du temps, évidemment, mais n'hésitez surtout pas s'il y a quoi que ce soit. Puis sinon, ben, on est rendu aux questions. Voilà, donc j'ai vu qu'il y en avait, je vais remonter en haut et je vais repasser un peu au travers de tout ça en essayant de rester dans le temps qu'on a, évidemment. Alors, il y avait Juju, j'aime ça t'appeler Juju, fait que je vais continuer. Penses-tu qu'on peut avoir tellement fait de pub au Québec qu'on peut avoir scrappé toute notre audience potentielle, le Québec étant relativement un petit bassin si on compare aux États-Unis, par exemple? C'est vrai que le Québec est un plus petit bassin que les États-Unis, ou que le Canada, ou que l'Europe en tant que telle. Je pense que j'ai jamais vu une entreprise qui a vraiment comme terminé de rejoindre son audience parce que ça prend des millions de dollars pour le faire, puis ton audience est toujours en train de se renouveler. C'est juste par le fait que les gens vieillissent, fait que naturellement, ben, il y a des gens qui ressortent de ta tranche d'âge idéale, puis il y a des gens qui rentrent. Quand on s'adresse à des parents, ben, il y a des gens qui deviennent parents tous les jours, puis il y a des gens qui, leurs enfants quittent la maison, puis qui sont
parents toujours, mais peut-être moins activement parents qu'avant, etc. Fait que généralement, l'audience se renouvelle. Je pense qu'il y a un point stratégique dans cette question-là qui est le fait que tout le monde n'est pas au même stade dans ton audience. Puis généralement, ce qu'on épuise, c'est un stade spécifique. Par exemple, si je vais prendre un exemple vraiment très simple, tu vends des souliers. Ben, tout le monde qui a des pieds a besoin de souliers, normalement. Donc, théoriquement, tu pourrais dire tous les humains, ou presque, ont besoin de mon produit. C'est ça mon marché. Mais finalement, les gens qui ont vraiment besoin de souliers, c'est ceux que leurs souliers sont usés, ceux qui en ont pas. Bon, les bébés qui viennent de naître, par exemple, qui vont tranquillement avoir besoin de tout petits souliers pour leurs petits pieds. Euh, les gens qui vont se mettre à faire un travail ou un sport qui vont demander un soulier spécifique, genre une botte à cap d'acier qui n'en avait pas avant, ou un soulier de course pour les gens qui se mettent à la course. Donc, finalement, c'est quoi? C'est 1%, 2% de tout le marché qui est vraiment en besoin de souliers. Puis je pense que ce qui s'épuise, c'est que si tu fais beaucoup de pubs, ça se peut que tu ailles chercher tout ce pourcent-là de marché et que tu l'épuises, puis que là, tes résultats diminuent. Moi, j'en ai vu des entreprises mettre tellement, tellement d'efforts en pensant que c'était leur marché complet qui en avait besoin maintenant, qui se retrouvent un peu à presser le citron trop fort, sans attendre que les autres personnes se retrouvent là-dedans, parce que c'est un truc qui évolue. Ce qui est possible de faire à ce moment-là, c'est du marketing un peu plus de notoriété, puis d'aller chercher tout ton marché, tous les gens qui ont des pieds, et t'insérer tranquillement dans leur quotidien pour que le jour où ils ont besoin de toi, ben, ils pensent à toi, puis que tu n'as pas besoin d'aller les chercher directement de ce moment-là. Fait que je vais arrêter ma réponse là parce que c'est très large, mais voilà, j'espère que ça aura pu t'aiguiller un petit peu. Je tousse un petit coup, puis je vous reviens. Super. Sophie qui demande, pour calculer le MER, s'il faut commencer à collecter toutes ces dépenses, la donnée sera disponible minimum un mois de plus avant de prendre une décision stratégique. Pub payante, automatisation courriel, hébergement, etc. Comment arrivez-vous à être proactif? C'est une métrique qui se collecte à retardement. On ne saura jamais vraiment notre MER tant que notre mois n'est pas terminé, mais généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, de le collecter le mois suivant. Généralement, là, c'est des choses que tu peux estimer parce que tes frais d'agence, tes frais d'automatisation, tout ça, ben même si tu n'as pas le montant exact, parce que peut-être que ta plateforme elle évolue selon ton nombre de contacts ou que c'est en dollars US puis que tu attends la conversion, ce genre de choses-là, ben, tu peux l'estimer. Tu le sais que ce sera entre 50 et 60 dollars par mois, par exemple, pour cet outil-là. Fait que tu peux le mettre dans ton estimation, puis le corriger au fil du temps. C'est pas grave si tu n'as pas la décimale près exacte, tant que tu peux l'estimer avec une bonne précision, c'est déjà très bien. Fait que ça peut être une bonne façon de le faire. Ton budget publicitaire, ben, tu l'as en temps réel, fait que ça, tu l'as. Puis pour le reste des dépenses, c'est ça. Nous, généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est une fois que le mois se termine, on le calcule pour le mois qui vient de se terminer, et comme ça, on a notre évolution, on a notre chiffre. Voilà. Il y a Alex qui demande ta question est tellement longue que tu me caches. Petite question en lien avec le MER. Pour beaucoup de gens, il y a une augmentation des ventes dans le quatrième quart de l'année. Donc, le ratio est différent en lien avec cette période. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut faire la distinction dans l'achalandage lié à la publicité et l'engouement d'une période annuelle? C'est un très bon point. Euh, Est-ce que comme ça on me voit mieux? Voilà, bonjour. Je vais enlever ta question juste parce qu'elle est un peu longue, mais moi, ce que je te recommande, Alex, c'est de ne pas juste suivre l'évolution mois après mois, parce qu'évidemment, tu as de la saisonnalité. Là, tu parles du Q4, mais il y a des entreprises qui vendent beaucoup moins en été, il y en a qui vendent beaucoup plus en été. Ça dépend des produits, des saisons et tout ça. Tu peux la comparer avec l'année précédente. C'est un vraiment bon point de comparaison. Si, par exemple, tu as un budget égal mois après mois, année après année, et que tu te rends compte que ton MER augmente ou diminue par rapport à l'année précédente, c'est intéressant quand même. Surtout parce que ça permet de prendre en compte ces fluctuations-là qui sont plus dans l'environnement que dans ton contrôle à toi. C'est comme les gens vont toujours acheter plus pendant les fêtes, peu importe ce que tu as à leur offrir, parce que naturellement, ton produit les attire plus. Donc, il y a ça à considérer. Puis sinon, ben, évidemment, mois après mois, tu les connais, tes variations de saisonnalité. Si tu sais que d'habitude, en été, tu vends deux fois moins que les mois précédents, mais que là, tu ne vends pas deux fois moins, mais peut-être juste 1,5 fois moins, ben, c'est quand même intéressant de voir, OK, oui, ça a diminué, oui, mes ventes ont diminué, mais ça a diminué moins que d'habitude. OK, bon à prendre en compte quand même. Fait que ces tendances-là se comparent quand même sur une période plus longue. Voilà. Euh... Il y avait Véronique qui demandait, à moins qu'on détermine un nouveau seuil de rentabilité pour le ROAS, je ne suis pas certain de quand est-ce que tu posais la question. Là, Véronique, je pense que c'était relié avec ce que je disais, malheureusement. Si tu veux, tu peux me donner un peu de contexte. Sinon, euh,
Ben, c'est un point intéressant aussi là, dans le sens où si tu parles du fait que ce seuil de rentabilité-là peut changer, c'est sûr. Dans le sens où si tu arrives à augmenter tes marges, ben c'est sûr que forcément tu vas être plus profitable sur toutes tes ventes, puis peut-être tu vas pouvoir te permettre d'investir plus. C'est à prendre en compte dans tes retours sur investissement puis dans tes calculs. Optimiser sa rentabilité, ça a toujours l'impact qu'on veut, un peu comme optimiser ses conversions sur son site, augmenter son panier moyen, tout ça, c'est tout d'autres facteurs dans la chaîne de rentabilité que quand on augmente un, ça aide tout le reste. Voilà. Il y a Mélina qui demande, avec ma formation, on m'avait dit que le budget vraiment minimum est de 30 $ par jour sur 14 jours. Es-tu d'accord? Aussi, offrez-vous un second accompagnement pour du LinkedIn Ads avec le B2B? 30 $ par jour sur 14 jours, c'est un bon minimum, ça dépend de ce que tu vends. Si tu fais de la génération de leads, puis que tu veux juste grossir ton infolettre, puis que c'est de cette infolettre-là que tu vends, ben, premièrement, ça se peut que ça prenne plus que 14 jours pour que les gens inscrits finissent par être clients. Fait que ça se peut que le 14 jours soit relatif, mais tu pourrais commencer avec un plus petit budget puis l'étaler sur plus longtemps aussi. Fait que ça dépend, mais c'est un bon point de départ, c'est sûr. Si tu fais de la vente directe, mettons que tu vends des produits, puis que tu sais que ta clientèle, elle met plusieurs semaines avant d'acheter, moi, ce que je te conseillerais, c'est d'être plus sur un 4 à 6 semaines minimum parce que tu veux laisser le temps aux gens de te découvrir, de revoir des pubs, d'y penser, puis finalement de se décider de passer à l'action. Fait que pour de la vente directe, puis pour un truc qui demande un peu plus de réflexion avant l'action en tant que telle, on va attendre un peu plus que 14 jours. Voilà. Euh, euh, Il y a Frédéric qui dit pas de question juste pour dire que vous êtes les best. C'est gentil, Fred. Content de savoir que tu vas bien. Euh, Véronique qui dit dans le sens que ça a longtemps été 3. Euh, Si dans ton cas, disons, c'est ça, que toi, mettons que tu déterminais que le 3 c'est ton seuil de rentabilité en termes de ROAS, ben ça se peut que changer ta profitabilité, changer ton modèle, ça te permette de dire qu'à x2, tu es correct. Cela dit, pour le retour sur investissement, pour le ROAS en tant que tel, je te ramène un peu à ce que je disais au début, dans le sens où c'est pas exact, c'est pas parfait, puis peut-être que ce que tu suis, c'est un x2 ou un x3, mais qu'à long terme, finalement, ou sur 3 mois, tes clients y achètent beaucoup plus, puis que ça se multiplie plus, puis que tu es plus rentable que tu penses. Fait qu'il y a ce calcul-là à faire quand même qui est intéressant. Voilà. Je vais rester une minute ou deux si jamais il y a d'autres questions. Sinon, je vous remercie d'avoir été là avec moi en direct ce matin ou cet après-midi si vous êtes en Europe. Si jamais vous écoutez le replay que vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Sinon, on fait des webinaires comme ça pratiquement à tous les mois. Je ne sais pas si on va en faire un en novembre parce que c'est le Black Friday, il y a tout ça, il y a beaucoup de travail de notre côté aussi, mais on en fait presque à tous les mois. Fait n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou rester abonné à l'infolette pour ne pas manquer les prochains. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Puis je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc on va aller tranquillement vers la fin de ce webinaire. Pour les personnes aussi qui écoutent l'enregistrement et qui sont intéressées par le deuxième avis, c'est aussi dans la description. Merci beaucoup à tout le monde qui a été là. Puis je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.